Pour vous, quels sont les principaux matériaux utilisés pour élaborer des nanoobjets? Les principaux. Et bien là, je vais minablement donner ma langue au chat. Non, mais pas. Les principaux, moi je pense que. Par exemple, les nanotubes. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Disons, les nanotubes de carbone ont des propriétés mécaniques incroyables, qui font que je crois pouvoir dire que ce sont eux qui sont le plus utilisés. Il y a même des usines qui ne font que fabriquer des nanotubes de carbone. Et donc si on met ensemble l'aéronautique, l'industrie mécanique, la métallurgie, etc., j'ai l'impression que c'est le nano-objet le plus utilisé. Mais bon, faut vérifier. J'ai pas de données chiffrées sur les quantités de fullerène, de nanotubes de carbone, de dioxydes divers et variés qu'on utilise dans l'industrie. Est-ce que vous êtes au courant un petit peu de l'actualité à propos des nanosciences? Est-ce que vous savez sur quoi travaillent les chercheurs en ce moment, par exemple, en France? Alors, c'est extrêmement vaste. Parce que c'est une chose qu'on aurait dû dire peut-être au tout début, c'est que le mot nano est un mot très vague, parce qu'on se réfère à une échelle de distance, comme on l'a dit, mais elle sollicite toutes sortes de disciplines qui sont très différentes les unes des autres, et qui d'ailleurs ne convergent pas forcément à cette échelle. Et en gros, quand on regarde un objet à l'échelle du nanomètre, quel qu'il soit vivant ou inerte, on ne voit pas de différence. C'est-à-dire c'est une échelle à laquelle l'organisation de la matière est la même dans tous les matériaux, au sens où on ne peut pas, en regardant cette échelle, savoir comment l'objet se comporte à une taille seconde. On ne sait pas s'il est vivant ou inerte, par exemple. Donc c'est une échelle à laquelle la matière n'est pas vraiment individuée quand même. Et donc il y a toutes sortes de disciplines qui ont affaire à cette échelle-là sans que leur différence à plus grande échelle se voit à ce niveau. Alors moi je dirais que les recherches en ce moment, elles portent évidemment sur la médecine, sur la réparation des corps d'une façon générale, c'est-à-dire sur la vision, est-ce qu'on peut aider les aveugles à voir ou ceux qui voient mal à mieux voir, sur l'audition, toutes les techniques de réparation des corps abîmés. Il y a toutes les applications pour l'énergie, dans les textiles, dans la mécanique, etc. Donc je ne vais pas faire la liste tellement elle est longue, mais je sais, en ce moment c'est un mouvement très très puissant, les financements des nanos sont de plus en plus élevés, donc il y a de plus en plus de chercheurs qui sont catégorisés dans cette grande classe de travaux qu'on appelle les nanosciences ou les nanotechnologies. Mais il y a aussi une actualité qui est autour de cette activité scientifique, qui vient du fait qu'en France, il y a eu un débat national sur la gouvernance des nanotechnologies qui s'est passé entre la fin de 2009 et le début de 2010, qui s'est pas très bien passé d'ailleurs. Il y a eu des conflits, un peu de violence même dans certains débats qui ont lieu en province. Et le gouvernement doit remettre un texte très prochainement qui encadre les recherches sur les nanos, en tenant compte des avis qui sont exprimés dans ce débat. Et donc il doit faire un compromis entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors un compromis exactement, disons plutôt définir une ligne politique sur la gouvernance des nanos, quels sont les investissements qu'on met dans la toxicologie, quelles sont les règles nouvelles qu'on essaie de formuler pour que l'insertion des nanotechnologies dans la vie des gens se passe le mieux possible. Comment est-ce qu'on peut définir pour les laboratoires un code de bonne conduite, le tout étant à faire en veillant à l'harmonie européenne. Parce qu'en fait, tout ça se fait à l'échelle de l'Europe en fait. Yes. D'ailleurs, dans mon laboratoire, on avait mené une enquête à la demande de l'Europe pour essayer de voir en quoi les questions éthiques dépendent des pays où se trouvent les recherches. Par exemple, est-ce qu'un chercheur français va se poser les mêmes questions éthiques qu'un chercheur allemand, ou un chercheur slovène, ou un chercheur danois? Et on voit qu'il y a des petites différences qui sont liées à l'histoire des pays, à la culture, à la religion dominante dans tel ou tel pays. Et que, de ce point de vue-là, on voit apparaître une sorte de diversité de l'Europe, et toute la difficulté est de mettre au point un code de bonne conduite qui soit applicable partout, tout en ne heurtant aucune des sensibilités qu'on trouverait dans tel ou tel pays. Ouais.
sûr, il faut que ça C'est le problème s'adapte. de l'Europe, hein, en général. Et avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je peux ajouter un commentaire sur ce que vous faites. Moi, je trouve très bien que des lycéens s'intéressent aux sciences telles qu'elles se font aujourd'hui, en regardant les problèmes nouveaux qu'elles posent. L'histoire des liens entre la science, la technologie, la société, c'est une très grande histoire. Mais il se trouve que les relations entre la science et la société aujourd'hui, elles changent. Sous l'effet de toutes sortes d'évolutions que je ne vais pas détailler. Mais on voit bien que ça change. Car le rapport de ma génération, lorsqu'on était lycéen, avec la science, la physique, les maths, etc., n'était pas du tout le même que celui qu'ont les jeunes générations avec ces mêmes disciplines. Et donc, comme les évolutions actuelles auront surtout des effets pour les générations futures, donc comme vous êtes là, mais vous allez surtout passer l'essentiel de votre vie future dans un monde qui sera très nettement reconfiguré de ce point de vue-là. C'est important que vous ayez conscience des questions que vous aurez à résoudre. Par exemple, si vous faites des études d'ingénieur ou des études scientifiques, les gens vous poseront des questions du type de celles que vous m'avez posées. Et donc je trouve bien que très tôt, vous vous armiez pour devenir capable d'avoir ces problèmes dans la tête et d'avoir conscience qu'ils vont être déterminants pour les années futures.